Le plus grand mal est commis par des gens sans mobile, sans conviction, sans mauvaises intentions. Hannah Arendt. Évidemment, cette phrase renvoie à la pensée qui l'obsédait pendant très longtemps, à savoir ce qui s'était passé dans la Seconde Guerre mondiale, et ça renvoie aussi à sa relation avec un philosophe allemand connu pour son philosophie fascinante, mais en même temps pour son engagement nazi. Et ce que ça veut dire, c'est que toute personne placée dans circonstances particulières peut devenir un monstre, parce que chacun d'entre nous, on se trouve sans mobile, sans mauvaises intentions, souvent sans conviction. Et c'est justement l'absence de conviction qui rend possible de commettre le mal. Quand on a conviction, c'est-à-dire une éthique, des limites à soi-même, eh bien, on ne peut pas commettre le mal. Mais c'est très difficile parce que parfois, quand on est poussé par un engrenage, chaque être humain se révèle ce que l'humanité devient, c'est-à-dire une monstruosité. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous êtes né un 1er novembre 1943 à Alger, aux côtés d'un faux jumeau. Vous avez eu une petite sœur ensuite. L'origine de votre famille est assez éclectique. Elle plonge les racines entre la Turquie et l'Espagne. Au XVe siècle. C'est les traces que vous en avez. Vous êtes finalement resté dans une sorte de nomadisme dans votre vie. Vous avez quitté Alger en 1956 pour la France, et là, vous avez fait un parcours assez... Pour la métropole. Pour la métropole, c'était déjà la France. Oui. Encore la France. Mais pour Paris, alors, vous êtes arrivé en 56 à Paris, et là, vous devenez major de Polytechnique, vous passez l'ENA, vous rencontrez François Mitterrand en 1968, et puis en 81, vous rejoignez son équipe, vous devenez... successivement un conseiller très proche, puis son conseiller spécial ou son Sherpa. Voilà, vous avez un itinéraire auprès de lui à l'Élysée très très important. Et la suite, on la connaît. 89 livres plus tard, vous voilà devant moi, en chair et en idée. Votre dernier opus ici présent évoque l'histoire des villes et leur avenir. Les villes qui, vous le dites vous-même, hébergeront 2/3 de l'humanité dans très peu de temps. Et à quelles conditions peuvent-elles être encore vivables? Comment peuvent-elles devenir des lieux de paix et non pas des prisons à ciel ouvert? Voilà, tout cela, on va en parler ensemble. Mais avant cela, Jacques Attali, j'ai un petit exercice un peu périlleux qui est un questionnaire assez rapide auquel j'aimerais que vous vous soumettiez. Avec plaisir. Merci. Est-ce que vous aimez qu'on qualifie votre intelligence de baroque? Ah oui, ça me va bien. Ça va bien parce que je n'aime pas être classé quelque part et j'aime beaucoup, comme dans le monde baroque, être ouvert à toutes les influences possibles. Oui. Si je vous dis Alger, enfance, quelle est l'odeur qui vous vient, le souvenir? L'odeur qui me vient, c'est celle de la plage. On allait à la plage le plus souvent possible, parce qu'Alger c'était Nice, avec une population musulmane invisible. Moi, j'ai jamais eu d'arabe dans ma classe. Mais l'odeur qui me revient, c'est celle de la mer. L'iode. Oui. Vous avez grandi dans la langue arabe, dans l'hébreu, dans le français. Qu'est-ce que ce plurilinguisme a travaillé dans votre cerveau, dans votre D'abord, façon malheureusement, mes parents, dont la langue maternelle était l'arabe et dont la seconde langue était l'hébreu et dont le français n'était que la troisième langue, parlaient arabe entre eux, mais on nous a interdit, à mon frère et ma sœur, et moi, ma sœur étant trop jeune pour que ça soit en même temps que nous ont interdit de parler l'arabe, de le comprendre même. C'était vraiment la langue pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que l'arabe, c'était la langue du passé, qu'il fallait s'intégrer à l'avenir, parler et vivre en français. L'hébreu, mon père, quand il m'a appris l'hébreu, il avait lui-même appris l'hébreu en arabe, et quand il me traduisait l'hébreu en français, il passait par l'arabe. Et pourtant, il parlait un français absolument parfait, même s'il n'avait jamais fait d'études, et un français très châtié, très sophistiqué, sans aucun accent d'aucune sorte. Donc vous échangiez avec lui en français? En français, ou parfois en hébreu. Oui. Et eux deux, entre eux, parlaient arabe? Parlaient arabe, oui. Donc, à la maison, à table, ils parlaient arabe entre eux, quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Ce qui devait arriver, parce que vous deviez avoir les oreilles très ouvertes. Et c'est pourquoi je comprends beaucoup de l'arabe, mais je ne l'ai jamais pratiqué en tant que langue parlée. Je l'ai pratiqué en langue entendue. Alors, une figure qui semble être
vraiment structurante dans votre histoire, comme elle l'est souvent d'ailleurs, c'est celle du père. Votre père, est-ce que vous pourriez dire maintenant ce qui vous a transmis de plus singulier, de plus précieux, qui est comme un bagage avec lequel vous êtes... L'importance du travail. L'importance de quel travail? De l'exigence. Par exemple, il n'aimait pas du tout que je m'occupe de politique. Il me disait, tu ne dois faire que de la recherche, le reste n'a aucun intérêt. Il n'aimait pas François Mitterrand. Il était plus à gauche que François Mitterrand. Il était communiste, en fait. Il était communiste, tout en étant grand bourgeois et rabbin. Donc c'est un mélange baroque. Et communiste, pas membre du parti, mais communiste. Et il m'a surtout légué, comme à mon frère et à ma sœur, l'importance du travail, de ne jamais se contenter de rien. J'ai jamais eu un compliment de sa part. Jamais, à aucun moment de mes études. Parce que très bien réussir était la moindre des choses. Donc c'est ça surtout que j'ai retenu de lui, avec aussi une éthique d'une exigence absolue, avec une obsession de la vérité très grande. Alors il était très pieux, ce qui n'est pas mon cas, mais il m'a légué aussi la passion de l'étude des textes, de toutes les religions et la grande curiosité. Le premier livre que j'ai feuilleté dans sa bibliothèque, parce qu'il était autodidacte, il avait quitté l'école à 10 ans parce qu'il fallait bien faire vivre la famille. Il était orphelin avec 7 sœurs plus aînées que lui, plus âgées que lui. Le premier livre que j'ai trouvé à la maison, c'était l'encyclopédie astronomique de Flammarion en 6 volumes, que j'ai commencé à feuilleter. De chez Flammarion, de celui qui... De Flammarion. Oui. Non pas de chez Flammarion, mais de Monsieur Flammarion. Oui, qui était absolument... Un astronome. Oui. Et voilà, j'ai feuilleté, je me souviens, je vois très bien l'endroit, donc je vois très bien l'âge, je devais avoir 7-8 ans, j'ai feuilleté, et il m'expliquait tout cela. Il y avait aussi un dictionnaire Larousse en 20 volumes, et je le regardais dans l'ordre alphabétique. Et dans ce que vous décrivez, vous semblez dire aussi qu'il avait une vision de l'avenir. C'était un homme qui était très tourné vers ce qui va advenir. C'était très important pour moi, parce que je suis né un 1er novembre, il n'y a pas classe. Le 2 novembre, on va au lycée. J'étais à ce moment-là en 6e. On revient en disant, on a vu la trace de la petite bombe qui avait été le signe déclencheur de la révolution algérienne. Il y avait une bombe devant la radio, et la radio était sur le bref chemin qui conduisait du lycée à chez nous. J'ai dit, en rentrant, c'est rien, c'est juste une petite trace. Il dit, non, c'est la fin. Ils seront indépendants. On ne résiste pas à un peuple qui marche. Mais il faut qu'on s'en aille parce que c'est pas pour nous. Donc il part genre 6 ans avant 62. Enfin, oui. En fait... Il nous dit rien d'ailleurs, parce qu'un matin, l'année suivante, il nous dit, vous prenez l'avion tout à l'heure. C'est un arrachement qui a été douloureux pour vous? Non, pas tellement. On avait déjà été, il avait préparé le terrain, on avait été en vacances plusieurs fois, il nous avait rien dit. On avait été plusieurs fois très éblouis par Paris, par les vacances, et puis on arrive à Paris avec un appartement tout fait. On n'a pas du tout été des martyrs dans ce mouvement. On a déménagé. Parce que lui était marchand de parfums, et donc c'était un homme qui réussissait. Oui, très bien réussi. Il avait une aisance économique qui permettait que... Il avait plusieurs magasins, et quand on est arrivé, il a fait une seule erreur, c'est-à-dire il a demandé quel était le meilleur lycée à Paris. On lui avait dit le lycée Janson de Sailly. Et il a acheté un appartement devant l'entrée du lycée Janson, mais la seule erreur, c'était l'entrée des profs, et pas l'entrée des élèves. En prenant votre goûter, vous voyez vos profs sortir, rentrer, c'était pas du tout... donc il fallait marcher 100 mètres pour aller à l'entrée des élèves. Vous êtes quand même... Lui aussi été soumis à votre exigence, il me semble-t-il. Vous ne lui pardonnez rien. Non, c'était parfait. Jacques Attali, vous me suivez, on va parler maintenant des choses essentielles de votre livre. Merci. Jacques Attali, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je le disais tout à l'heure, vous publiez votre 89e livre. Et pourquoi le choix d'un livre sur les villes? J'ai entrepris depuis très longtemps de raconter l'avenir de l'humanité à partir du passé. J'ai commencé ça avec un livre qui continue à avoir une vie mondiale intéressante, qui s'appelle Bruit, qui est l'histoire des rapports entre la musique et la politique. C'est les années 70. Oui, 75, ouais. Et qui est enseigné dans le département de musicologie dans le monde. Et depuis lors, j'ai fait une série, je crois que j'en suis allé au 20e, livre sur l'avenir d'un domaine. Donc j'ai fait l'avenir de la mer, l'avenir de la propriété, l'avenir de la santé, l'avenir de l'éducation, l'avenir des médias, l'avenir de la mer, l'avenir de la France.
Et j'ai eu envie, évidemment, de faire... Je fais l'avenir du nomadisme, du temps, de la mesure du temps. Et j'ai eu envie de faire l'avenir des villes, parce que, évidemment, c'est un thème majeur. C'est là où les gens vivent depuis au moins 8000 ans, commencent à vivre. Et c'est un enjeu extraordinaire, parce que si les villes deviennent un enfer, eh ben, d'abord, les gens vont bouger, ils ne vont pas rester. Bien sûr. Si une ville d'enfer s'installe entre Lagos et Abidjan, 500 millions d'habitants dans une région inondée, ben, ils viendront en Europe. Ils ne vont pas rester là. Et ce qui est ça qui est particulier dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que vous êtes à la fois dans des grandes observations sur des grandes lignes de partage du monde contemporain, comment ça s'organise, et en même temps, à chaque fois, il y a des exemples avec telle ville, dans tel endroit, dans telle contrée, voilà, les problématiques je suis singulières. passionné à raconter l'histoire, je crois que je raconte l'histoire de 350 villes. Oui, c'est complètement... Depuis leur création. C'est assez vertigineux, on est un peu dans une tour de Babel de l'intelligence. Là encore, j'ai voulu faire un livre de référence international, il n'a jamais été fait ce genre de livre. Ce livre, comme il n'y a pas eu d'histoire de l'éducation, il n'y a pas eu d'histoire globale des médias jusqu'à récemment. Ça, c'est vos prochains livres, j'ai compris. Non, ça, ce sont ceux qui sont derrière moi. Mais, donc j'ai voulu faire, cela existe. Mais là, j'ai voulu faire le livre de référence sur l'histoire des villes, donc raconter l'histoire des villes, presque, pas toutes les villes, parce qu'il y a beaucoup de villes dont je ne parle pas, mais je parle de Beyrouth, de Jérusalem, de Rome, d'Athènes, des premières villes du monde, c'est absolument passionnant. Et des villes qui viennent demain. Et pourquoi vous collectionnez des sabliers Le rapport au temps m'intéresse, parce que l'avenir des villes, les sabliers, et cette espèce... Écoutez, ce livre commence par une phrase qui m'est venue il y a quelque temps, mais que j'ai réutilisée comme ouverture de ce livre. La ville est le seul être vivant qui peut rajeunir. Donc c'est aussi un livre sur le rapport à la mort. La ville est le seul être vivant qui peut rajeunir, et qui peut ne pas mourir. Même s'il y a des villes qui meurent, je raconte l'histoire de villes qui sont mortes. Disparu. Oui. Voilà. Et comme il y a des villes qui naissent, et pourquoi une ville disparaît, pourquoi une ville naît, c'est absolument passionnant. Donc c'est c'est aussi un livre sur le temps, sur la différence rapport au temps. Alors, le sablier, on ne collectionne jamais quelque chose. On est collectionné par quelque chose. C'est-à-dire, j'ai pas choisi cette collection. Je faisais une collection de timbres comme tout le monde. Mais à un moment, j'ai eu un sablier, puis un autre qui m'a été offert, puis un troisième. Et là, je me suis rendu compte d'un théorème que j'avais appris en mathématiques très simple, c'est que un tas de sable, c'est pas 1 grain, 2 grains ou 3 grains, c'est 0 grain. Parce qu'un tas de sable, c'est pas la même chose conceptuellement que les grains de sable. Donc une collection, c'est pas 1, 2, 3 sabliers, c'est 0 sablier, c'est une collection. C'est un autre concept que les sabliers eux-mêmes. Et donc je me suis rendu compte quand j'avais 3-4 que, bon, j'avais accepté le concept de collection. Et puis, c'est parti. Pourquoi ils vous ont choisi, les sabliers? Quel rapport vous avez singulier au temps, Jacques Attali? Je déteste ne pas en faire le meilleur usage, qui peut être un usage de loisir, mais qui est toujours un usage choisi. Je fais très attention au temps. Je fais très attention. Dans les villes, les embouteillages sont du temps perdu extrême, et donc... mais je fais très attention au temps. J'ai une gestion de mon temps très rigoureuse. Je regarde mon agenda tous les week-ends sur 3 mois. Et j'essaye de l'arranger pour que les 3 mois suivants soient tous les week-ends. Vous remplissez beaucoup? Vous laissez des grandes plages vides? Je ne peux pas écrire si je n'ai pas de grandes plages vides. Mais c'est pas vide, l'écriture. Mais est-ce qu'il y a des moments aussi dans les journées où vous ménagez des temps pour rien? Rien, je ne sais pas. Non, rien, non. Mais des temps pour lire, pour faire des choses que je n'ai pas décidées à l'avance, oui. Pour voir des amis, pour mener une vie privée, oui. Je me réserve... pour faire du sport. J'essaie de faire 1 heure de sport tous les jours. Enfin, il y a beaucoup de disciplines aussi. Beaucoup de disciplines. Parce qu'on ne peut pas écrire est un exercice physique. Ça suppose d'être en forme physique. Si on n'est pas en forme physique, on ne peut pas écrire. Ou alors, on souffre beaucoup, ce qui parfois inspire, mais ça ne peut pas être durable. Et donc, j'attache beaucoup d'importance au temps. Et j'ai l'impression que votre père avait ça aussi en commun avec vous. Je ne sais pas s'il en faisait le même usage que vous, mais j'ai l'impression que dans son rapport avec le futur, justement, comme il était assez visionnaire, il y avait quelque chose qui dans l'éducation qu'il vous a donné, certainement, qui vous a toujours préparé à quelque chose d'autre. C'est clairement lui qui m'a donné cette... il a une vista extraordinaire. On a été vraiment dans les tout premiers, vraiment dans les 10 ou 20 premiers à quitter. Donc, tout le monde le traitait de fou. D'ailleurs, il ne l'a pas dit qu'on partait. Tout le monde le traitait de fou. Et qu'est-ce qu'il a insufflé dans ce rapport au temps? C'est une belle show, une vision du monde qui était... ces gens, c'est-à-dire les Algériens, doivent être indépendants,
Mais on ne peut pas vivre avec eux. On ne pourra pas vivre avec eux. C'est comme ça. Et il n'y avait pas de racisme de sa part, il y avait simplement le fait que il pensait que l'avenir de ses enfants était mieux ailleurs, même si pour lui c'est un arrachement. Il avait vécu toute sa vie là, depuis des générations. Mais il a dit, c'est un choix incroyable. Vraiment, je pense que mon frère, ma sœur et moi, on a fait un saut. Vous en êtes encore toutes ébobies des années après. Oui, je suis extraordinaire qu'un homme qui vient de la misère la plus noire, dans un quartier plus que pauvre de Constantine, ait réussi à amener ses enfants là où il les a emmenés. C'est extraordinaire. Si on revient au rapport au temps, Jacques Attali, la question... Et ma mère, elle doit être aussi louée que mon père. Oui, on ne parle pas beaucoup de votre mère, c'est vrai, mais elle doit être aussi je louée. Devine que c'était sûrement une femme qui avait bien choisi son mari. Voilà, plus que ça. Est-ce que vous diriez que le rapport au temps est absolument une clé pour les hommes de pouvoir? Je pense à Emmanuel Macron, dont on a beaucoup, au départ, commenté le fait qu'il n'avait besoin que de 4 heures de sommeil. Est-ce que vous diriez que c'est le signe, même chez François Mitterrand, que vous avez très longtemps connu, est-ce que vous diriez que c'est le signe d'un homme l'homme qui sait gérer le temps, alors un homme qui sait aussi se préparer à la conquête du pouvoir et à la vivre? Peu dormir, ce qui est mon cas, n'est pas du tout une qualité. Parce que vous avez des tas de gens qui dorment peu et qui font rien de leur vie. Et il y a des gens qui dorment décemment et qui font des tas de choses. Donc quand on me dit « Ah, tu écris des livres parce que tu dors pas », non, je connais des tas de gens qui dorment pas mais qui font rien. Donc c'est pas un critère. Ce qui compte, d'abord, il faut dormir ce dont on a besoin. C'est très important de ne pas se priver de sommeil. C'est une torture, ça rend fou. Il ne faut surtout pas se priver de sommeil. Jamais. Le bon usage du temps est très important. Veiller à être lucide sur l'usage qu'on fait de son temps. N'empêche que on dit que François Mitterrand aussi dormait peu. Non, alors ça c'est pas exact. Lui, il avait une gestion du temps extraordinaire, une gestion extrêmement distante. Par exemple, il n'arrivait jamais au bureau avant 9h du matin, et il ne quittait jamais le bureau après 19h30 ou 20h15, grand maximum. Et comme je fermais, si j'ose dire, le bureau après lui, c'était bien pour la vie personnelle. Il y avait très peu de dîners à l'Élysée, sauf contrainte de dîner d'État aussi minimale que possible, évidemment sauf à l'étranger où on travaillait tard, dans les voyages. Mais, et il avait une gestion de... Par exemple, je peux raconter une anecdote qui m'avait frappé au début. Il est président depuis pas longtemps, nous sommes au Mexique pour une conférence internationale, l'équivalent du premier G20 à Cancun, et ça se passe très mal. Une crise, on n'arrive pas à conclure rien, la salle est ronde, on est en réunion, 4 par personne, par salle, et puis rien. Bon. Et il se lève et il s'en va. Je dis, monsieur, on a besoin de vous là, il faut que vous restiez. Il quitte la chaise ou il quitte le pays? Il quitte la chaise et il retourne dans sa chambre. Il me dit, prenez la place. Je prends la place, je fais ce que je peux, puis à un moment, ça devient, il faut arriver à un compromis. Donc je vais le chercher, puis il n'y avait pas encore de portable et tout ça. Il était en train de dire Chateaubriand, dans sa chambre. Il me dit, je viens. Et voilà, il avait raison. J'étais passé 2 heures pour rien. Et ça permettait aussi à son cerveau, à ses idées, j'imagine, de tremper dans autre chose. Oui. Mais la question de la distance m'intéresse. Vous diriez que la distance, c'est la liberté, c'est... n'a de pouvoir que s'il a de la distance. C'est-à-dire de ne pas dépendre des autres, de les écouter avec respect, avec attention, sans cesse, mais de ne pas se faire manipuler. Quand on est trop dans l'instant, dans qu'est-ce qu'il pense de moi, quand on est trop dans la volonté d'avoir le tweet qui va suivre, on est mort, quoi. Alors aujourd'hui, c'est plus difficile qu'au temps de François Mitterrand, où on n'avait pas toutes ces pressions extrêmes de l'instant. Mais quelqu'un qui est dans l'instant et ne peut pas... C'est un esclave. Un esclave. Très intéressant aussi. Il ne faut pas être esclave du temps. Il faut faire du temps un outil. À son service. En 2004, vous avez écrit un livre dans lequel vous écriviez que le vrai patrimoine, c'était la capacité à se mettre en réseau. Et je suis très étonnée, Jacques Attali, d'écrire 89 livres, d'être un intellectuel et quelqu'un pour qui le temps présent est une grande matière première de réflexion, vous ayez aussi une capacité de présence aux réseaux sociaux, à vous tenir au courant, comme ça, un peu de la frénésie de l'époque. Comment vous faites pour gérer cette... La seule qualité que je me reconnaisse, et la seule qualité que je reconnaisse à qui que ce soit, c'est la niaque. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si on peut apprendre la niaque,
Mais le cuit, j'y crois pas du tout. Et l'agnac se nourrit de la curiosité, et la curiosité se nourrit du rapport aux autres. Une des premières choses que mon père nous a dit, c'est « lisez des livres ». D'ailleurs, les familles se distinguent entre celles qui, quand on voit un enfant avec un livre, lui disent « t'as rien d'autre à faire ». Et les autres qui disent, quand un enfant est en train de faire quelque chose, « t'as rien à lire ». Moi, j'étais dans une famille où on disait « t'as rien à lire ». Tout le temps. Bon. Tout le temps. Donc la curiosité est très importante. Et la curiosité, c'est aussi pas seulement les livres, c'est voir des gens, c'est prendre des autres. Alors les réseaux sociaux, ça me sert de revue de presse, ça me sert à communiquer mes idées. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, et donc ça me donne, sur YouTube, ça me donne une caisse de résonance. Mais est-ce que vous parlez toujours au même? Est-ce que vous recevez toujours des mêmes sources? Non. Comment vous arrivez à élargir tout le temps votre champ d'accès au réel? D'abord, je suis abonné au Times of India, au Times of Nigeria, au journal chinois, au journal de Singapour, aux journaux indiens, américains. Enfin, j'essaye d'avoir une revue de presse la plus large possible. Et puis des gens très pointus sur des domaines pointus. Soit que je peux les connaître, soit que je ne les connais pas, mais c'est une formidable revue de presse qu'on trouve plus sur Instagram, Twitter que sur les autres. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire que vous allez faire un jour vraiment une sorte de psychanalyse de l'époque, de cette cohabitation, de cette relation très étroite que vous avez eue avec François Mitterrand, qui est finalement le dernier monarque que la France ait eu? J'ai écrit un livre sur lui. Ça, je sais. Pas qu'un seul, d'ailleurs. Oui, j'ai écrit d'abord. Il m'a demandé d'écrire mes souvenirs. C'était François Mitterrand, mais il m'a demandé d'écrire un journal, de tenir un journal, ce que j'avais fait pendant 10 ans, qui est paru sous le nom de Verbatim. Puis ensuite, j'ai fait 2 livres, l'un qui s'appelle Santé François Mitterrand, et puis un petit livre à l'occasion de l'anniversaire. C'est un personnage important, mais ouais, c'est le passé. C'est le passé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire qu'il a été visionnaire, ou au contraire qu'il a été le premier président à avoir mis cette France dans une sorte de décrochage économique, décrochage Non, diplomatique? on pourrait penser ça si on est partisan, mais quand il est arrivé au pouvoir, après tant d'opposition, heureusement, il n'avait pas été élu avant, parce que là, on aurait fait beaucoup de bêtises, mais avec tellement de temps de préparation, on a pu avoir un programme qui tenait la route. Et la plupart des réformes qu'il a faites n'ont pas été remises en cause. Ni la décentralisation, ni la libération des ondes, ni tout ce qui a été fait sur les réformes sociales qui n'ont pas été remises en cause. Alors, on a remis en cause la retraite à 60 ans. Mais c'est oublié qu'à l'époque, l'espérance de vie était 8 ans plus basse qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas la même chose. Donc, vous diriez que vous entérinez ce bilan de Mitterrand, parce qu'on estime que c'est à peu près à l'époque, même si le monde changeait énormément et à toute vitesse, que l'époque où la France a un peu quand même perdu. Non, ça dépend. Non, c'est le moment où, d'ailleurs, dans la continuité de son prédécesseur, on a choisi d'inscrire la grandeur de la France dans la grandeur de l'Europe. On s'est inscrit dans les traces de... Ça, c'est dans son second mandat. Il est vrai que son second mandat est vraiment arrimé. Non, le premier aussi. En 81, on fait des réformes internes majeures. Jusqu'en 84. Jusqu'en 83. Et en 83, on se rend compte que si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc, on ne renonce à aucune réforme. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a eu un tournant en 83, je dis c'est pas vrai, il n'y a pas eu de tournant. On a renoncé à aucune réforme. Mais on maintient le cap européen et on décide de construire la grandeur de la France à l'intérieur de la grandeur européenne. Ce qui était le choix aussi de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un choix qui se révèle pertinent en 2024 ? C'est un choix incontournable. On ne va peut-être pas réussir parce que l'Europe, on ne peut pas la vouloir tout seul. Mais la France seule, on n'ira nulle part. D'ailleurs, c'est ça un des paradoxes et des avantages et des inconvénients de l'Europe. C'est que l'Europe nous donne une possibilité d'être grand ensemble, mais nous permet de nous cacher. Aujourd'hui, la France, si elle était hors de l'Europe, c'est l'Argentine. On a un déficit extérieur, un déficit d'avance des paiements, un déficit commercial, un déficit de budget, un déficit de budget primaire. On est dans une situation catastrophique qu'on ne voit pas parce que l'Europe nous protège. Parce que l'euro nous protège, le franc serait... C'est une sorte de fauné. Voilà. Donc l'Europe, c'est bien, mais c'est tellement bien que ça nous permet de faire beaucoup de bêtises. Voilà.
Et donc on peut se dire, si on n'était pas dans l'Europe, on aurait peut-être dû corriger nos bêtises plus tôt. C'est ce qu'on peut penser. Et donc je pense qu'il manque à l'Europe d'aujourd'hui des cordes de rappel. C'est-à-dire que concrètement, techniquement, la Banque centrale n'est pas assez exigeante à l'égard de la France. Elle devrait dire depuis longtemps, écoutez, vous allez dans le mur, quoi. Arrêtez vos bêtises. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas possible. Oui, ça a duré 2 ans de trop. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant que vous disiez ça à l'heure où le partenariat franco-allemand est fragile, où tout ce qui a fondé cette Europe que Mitterrand avait mis en place se fissure un peu et qu'il y a une sorte de encore une fois, désenchantement européen très clair dans les peuples. C'est pas Mitterrand qui l'a fondé. Mitterrand est avec le chancelier Kohl, le dernier président et chancelier qui ont connu la guerre. François Mitterrand l'a connu parce qu'il a été un combattant. Et M. Kohl l'a connu parce qu'il avait une famille qui était impliquée, parce que lui-même était hanté par ce qui s'était passé. Enfin, on en parlait tous les deux de façon très émouvante de sa part. Les chanceliers suivants et les présidents suivants, vous n'avez rien connu. On était dans une autre logique. Ils ne sont pas attachés. Mais François Mitterrand s'inscrivait dans ce qu'avait fait le général de Gaulle, mais ce qu'avaient fait les grands dirigeants de la 4e République. Il ne faudra d'ailleurs pas discréditer. C'est quand même la 4e République qui a créé l'Europe. C'est Robert Schuman, c'est Jean Monnet, c'est tous des gens qui ont voulu l'Europe de la paix, après avoir connu l'Europe de la guerre. Je vous remercie beaucoup, Jacques Attali, d'être venu nous en parler et je recommande absolument, sous le sapin de Noël, de mettre Histoire et avenir des villes, puisqu'elle nous concerne tous. C'est paru chez Flammarion. Merci, Jacques Attali. Merci de cette invitation. Merci.